Voilà, alors c'est la question qui m'a été posée, que je ne me serais pas posée moi-même parce que ça donnait déjà libre cours à le côté polémique de mon tempérament. C'est une question difficile, car elle est effectivement, elle pose deux problèmes distincts. Le premier problème consiste à savoir si on a le droit de restituer les monuments disparus. C'est une question en soi qui se pose particulièrement en France. Et la deuxième question consiste à savoir si les archives servent à quelque chose pour la restitution des monuments disparus. Et déjà, je me permets de vous dire que j'ai tendance à penser, tant pis pour ici, que les archives ne servent pas à grand-chose, sinon qu'à passer des moments intéressants et à rêver autour d'elles, à avoir une valeur symbolique plus qu'une valeur utilitaire. Mais maintenant, sur ces bases, revenons de façon plus précise. Donc la restitution, le rétablissement, la possibilité de restaurer un monument partiellement ou totalement détruit revêt un caractère extrêmement polémique aujourd'hui. Pas exactement dans l'heure, mais il y a encore 7 ou 8 ans. Lorsque ça a commencé, lorsque les Allemands ont entrepris la reconstruction-restauration du Parlement et puis du Schloss de Berlin, et eux l'ont fait sans difficulté parce qu'en Allemagne, une question de cet ordre ne soulève pas de difficultés majeures. Déjà depuis la fin du XIXe siècle, les grands congrès touchant la restauration des monuments anciens se passaient, les Denkmalpflegetag se passaient devant le château de Heidelberg, ou du moins ce qu'il en restait, après que les armées de Louis XIV en avaient détruit les 9/10. Et d'année en année, les spécialistes de la restauration monumentale se demandaient comment reconstruire ce monument important pour l'âme et l'unité allemande. Donc en Allemagne, la question ne se pose pas, et quand vous circulez en Allemagne, vous voyez qu'on restitue, qu'on restaure sans se poser trop de problèmes. Leipzig est sorti de ses ruines, et les monuments allemands que je viens de citer ont été restitués. En France, il n'en va pas du tout de même. Chaque décision qu'on envisage de prendre revêt un caractère idéologique, comme vous savez, on aime bien se disputer, on est aussi un peu frileux. Et lorsque l'Académie des Second Empires a entrepris de réfléchir sur l'opportunité, la possibilité matérielle et financière de restaurer, de reconstruire la façade des Tuileries, évidemment, on a trouvé immédiatement des historiens de l'art, des universitaires, évidemment, pour dire que c'était rigoureusement impossible, que même on n'avait pas le droit de le faire. La discussion s'est en fait arrêtée non pas à cause de leur prescription, mais parce que tout simplement le moteur de l'opération, le président de l'Académie du Second Empire, est décédé. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas véritablement, contrairement à ce que personnellement je pensais, il n'y avait pas de force sociétale allant dans le sens de la restitution des Tuileries. Sinon, le mouvement aurait été repris par quelqu'un d'autre au sein de l'Académie du Second Empire ou ailleurs. Et puis le troisième exemple que je prends pour commencer, se situe pas loin d'ici. Je pense qu'il nécessairement, il faut avoir en tête, c'est l'opération en question dans ce cadre, c'est la décision qui a été prise de reconstruire la flèche de la basilique de Saint-Denis. En 3 mots, voilà de quoi il s'agit. La flèche est foudroyée en 1837. Elle commence à menacer ruine en 1944. On écarte l'architecte qui était chargé de l'opération. On le diabolise. Il est remplacé par Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc démonte entièrement la flèche, déclare que la façade est menace ruine à son tour, ce qui n'empêche pas de proposer un programme de restitution complet des 2 flèches, et puis on s'arrête là. Il ne se passe plus rien.
Et il y a 4 ou 5 ans, sur l'idée d'Éric Orsenat, on reprend l'opération. La ville de Saint-Denis pousse de son côté. Moi-même, j'étais extrêmement enthousiaste en tant qu'historien de la restauration de Saint-Denis au XIXe siècle. L'administration des monuments historiques freine des 4 fers pour empêcher le processus, bien entendu. Pendant 3 ou 4 ans, arrive à s'y reconvenir Madame Filippetti, puis Madame Fleur-Pellerin. Et puis, au final, dans la dernière phase du quinquennat, le président Hollande, emmené par Audrey Azoulay, décide que cette flèche sera effectivement reconstruite. Bon, la suite au prochain numéro, évidemment. Mais c'est pour vous, je détaille un petit peu cet événement, pour vous faire comprendre combien il y a des conflits entre les spécialistes et puis ceux qui ont vocation à décider, car les spécialistes ne sont pas les seuls à avoir vocation à décider, contrairement à ce qu'ils croient. Certains historiens, donc, estiment rigoureusement impossible, soit par principe, soit par manque de documentation, de restaurer, de reconstruire les monuments. Et certains vont même encore plus loin, ils considèrent qu'il est même impossible de le faire de façon dématérialisée. C'est ce qui... Lorsque on avait proposé une restitution de l'abbatiale de Saint-Denis, et puis un peu plus tard du château de Richelieu à Richelieu, les mêmes, déjà, ceux qui interviendront plus tard aux Tuileries, ont déclaré que c'était extrêmement choquant de procéder ainsi, parce que ça allait figer la connaissance et donner l'impression qu'on était arrivé au point d'aboutissement de ce qu'on pouvait savoir, et ça allait geler finalement la réflexion archéologique. Donc c'est vous dire que c'est actuellement une question chaude. Pourtant, c'est un exercice intellectuel qui remonte à une période extrêmement ancienne, ou du moins ancienne. On l'appelle restitution. Ce mot restitution, cette pratique de la restitution, a été théorisée au début du XIXe siècle, fin XIXe, fin XVIIIe, début du XIXe siècle, sous la plume d'un théoricien de l'architecture qui s'appelait Quatremer de Quincy. Et dans son dictionnaire de l'architecture, il définit ce que c'est que la restitution. La restitution est fondée sur le principe de l'anastylose. Qu'est-ce que l'anastylose ? L'anastylose, c'est un système de déduction à partir des substructions existantes qui permet, par analogie, c'est un système de déduction, mais aussi par induction par rapport à des exemples existants, qui permet de restituer les élévations, connaissant par analogie les proportions, le système des ordres. C'est un raisonnement analogue et antérieur à celui des paléontologues. Les architectes qui restituent sont les ancêtres, si je puis dire, de Boucher de Perthes. Mais évidemment, l'anastylose ne suffit pas. Il faut encore, dit Quatremer de Quincy, s'appuyer sur ce que l'on appelle les autorités. Les autorités, ce sont les textes existants, les témoignages et puis les vestiges. Donc, anastylose et autorité permettent de dresser, d'imaginer des restitutions. Ces restitutions sont nécessairement des travaux abstraits, purement graphiques. On ne touche jamais aux vestiges. Et ce travail graphique est un travail, d'une certaine façon, collectif, qui est de génération en génération poursuivi. On entreprend, par exemple, un travail de réflexion sur la polychromie du Parthénon. On le fait à partir des années 1840. Eh bien, dans les années 1890, d'autres architectes travaillent toujours sur la polychromie du Parthénon. Ce travail n'est jamais fini. Et quand on compare les projets des années 1840 à ceux des années 1890, il y a d'énormes différences. Naturellement, puisqu'interviennent aussi ce qu'on ne dit jamais, qu'on ne peut pas dire, c'est la question, le goût.
Alors la pratique de la restitution, en fait, est antérieure à sa théorisation. Au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, au plus tard, on se livre à la restitution d'un monument qui possède un caractère éminemment symbolique, qui est le temple de Salomon. Bon, le temple de Salomon est entièrement détruit, à ceci près que Yahvé lui-même a donné des prescriptions architecturales très précises que le secrétaire sacré a relevées de façon précise dans la Bible. On a tout, les dimensions, les matériaux, et bien on restitue. Sauf que d'une restitution à l'autre, eh bien, on n'a jamais la même chose. On continue à la fin du XIXe siècle des travaux graphiques sur la restitution du temple de Salomon qui n'ont rien à voir avec ceux de Fischer von Erlach des années 1730 ou 40. Donc, c'est vous dire que même pour ce monument-là, qui revêt un caractère particulier, qui est encore plus important, si je dirais, que les monuments qui sont sous l'empire du beau idéal, puisque les prescriptions, les proportions, les matériaux n'ont été fournis par Dieu lui-même, eh bien, pour ce monument, on n'est pas en état de faire une restitution précise. Conclusion, la restitution n'est pas une science exacte. L'art de la restitution, vous l'avez compris, est plus ancien que la pratique archivistique. La pratique archivistique, c'est la collecte, le tri, l'inventaire, et on en vient donc à se demander si l'archive vient apporter quelque chose à la réflexion défaillante de la restitution. Alors, il faut noter d'abord que les archives présentent de graves lacunes. On a un certain nombre d'archives publiques ici, mais pour ce qui concerne, et c'est important, puisque en matière d'architecture, la puissance publique a été le principal constructeur, et de plus en plus depuis Napoléon jusqu'à nos jours. Disons qu'on est parti de 30% à 90%. Non. Mais il y a tout de même une quantité de commandes privées. Et l'autre jour, je me faisais une réflexion avec un collègue. Quelle information peut-on avoir, par exemple, sur les travaux haussmanniens ? Comment peut-on imaginer, la question était la suivante, comment peut-on imaginer qu'on ait pu construire autant de façades en même temps avec autant de sculpteurs, tailleurs de pierre, mais déjà des sculpteurs, intervenant en même temps? Eh bien, on a beau dire, oui, c'est à partir de Jules Ferry, on réoriente la classe de sculpture de l'École des Beaux-Arts en direction d'applications plus pratiques et vers le marché de l'architecture. Donc, tout ça, c'est possible, mais ça ne donne pas la réponse précise. Combien y avait-il de sculpteurs travaillant en même temps dans Paris? Combien d'entreprises? Comment a-t-on pu construire Paris en un temps record? Eh bien, la réponse est impossible. On n'a pas l'information. Le détail de la réalisation technique du Paris haussmannien échappe à l'historien. Donc on n'a pas de toutes les archives, de toute façon. Alors, ceci étant, soyons positifs, quels sont les apports immédiats de l'archive dans une question comme celle de la restitution? Alors je dirais en premier, et c'est dans le fond très important tout de même, c'est un apport d'ordre psychologique. L'archive donne une impression de véracité positiviste au travail de l'architecte. L'architecte n'est pas un archiviste, l'architecte n'est pas un historien, mais le fait d'avoir fréquenté les archives, de s'être appuyé sur des cartons d'archives, le conforte. Et c'est une vieille pratique au monument historique que j'ai pu observer. Chaque fois que, par exemple, on présente un château du XVIIIe siècle, on se croit obligé, à renfort d'archives, d'en faire remonter l'histoire à la mode féodale qui a néanmoins totalement disparu et qui se trouve en dessous, et qu'il n'est pas question, elle, de restituer, bien entendu. Mais ça donne c'est plus qu'une autosatisfaction, ça donne une certaine certitude, alors qu'il n'y a pas lieu de tirer de la certitude archivistique
une certitude dans le domaine de la restitution graphique. Mais c'est un peu un tour de passe-passe. Les archives donnent aussi des informations sur toute une série d'éléments d'information dans le déroulé du chantier. Les procédures, les processus de décision, les échéances de réalisation indiquées par les marchés, les dates, les coûts, des noms d'intervenants, d'entreprises ou d'artisans, voire d'artistes. Les archives donnent rarement des plans d'exécution avec des détails mesurés. Ça arrive, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'on ne croit. Alors, à ce stade, je prendrai un exemple. Cet exemple, il est d'ailleurs assez unique, tellement on possède d'informations graphiques. C'est le cas de Saint-Denis, précisément. Les travaux de Saint-Denis, entrepris entre 1820 et 1845, sous la direction d'un architecte qui s'appelait François Debré, se situent dans un moment où l'administration de l'État, les bâtiments civils, ont mis au point des procédures extrêmement rigoureuses concernant moins la restitution archéologique que le contrôle de l'exécution des travaux faits en vue de leur paiement. Je vous prie de noter cette différence parce que c'est ce qui rend justement le quiproquo difficile. Les archives ne sont pas faites pour ce qu'on croit qu'elles sont faites. Les archives ne sont pas faites pour l'archéologue qui voudrait restituer un monument. Elles sont faites pour quelqu'un, un comptable, un vérificateur, pour en prendre le mot exact, un vérificateur qui vient vérifier si les travaux facturés sont bien les travaux faits. Ce n'est pas la même chose. Alors, on trouve, effectivement, on a, pour cette période, 1820-1840, une densité d'informations colossale. Ce que l'on appelle des attachements. Le principe mis en place par l'administration des bâtiments civils est suivi de façon extrêmement scrupuleuse. On a des attachements écrits, c'est-à-dire des pièces comptables, c'est-à-dire X mètres cubes de matériaux, X chapiteaux sculptés, X sacs de chaux livrés, et puis des attachements figurés. Les attachements figurés, ce sont des dessins très, très rigoureux, où l'on a le détail, ce qu'on appelle le calpinage, le détail exact de l'appareil, c'est-à-dire les pierres qui sont agencées les unes sur ou à côté des autres. Et on a, à intervalles réguliers, des mémoires qu'on appelle partielles, qui sont la somme de ces attachements, et au final, on a le mémoire récapitulatif général qui donne l'intégralité des travaux qui ont été réalisés et la somme. Le tout est ensuite vérifié par le vérificateur de l'administration. Alors à côté de cela, on a évidemment des pièces graphiques aussi, des dessins, souvent de grand format pour ce qui concerne Saint-Denis, qui donnent la description exacte de l'appareil modifié avec des couleurs différentes selon la nature des interventions. Mais une fois que l'on a tout cela, eh ben, on n'est pas véritablement avancé. Parce que, au mieux, a-t-on la possibilité d'une restitution en surface. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Or, il ne vous échappera pas qu'une construction, c'est non seulement ce qui est en surface, mais ce qu'il y a derrière. Derrière, si vous avez du vide, eh bien, plutôt qu'une pierre, mettons, d'un pied de long, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, donc, les documents que l'on a là, pour Saint-Denis, sont des documents extrêmement nombreux, intéressants, souvent beaux, d'ailleurs, mais ils ne sont pas faits pour permettre une restitution. Ils peuvent éventuellement servir pour quelques détails complémentaires, pour corroborer un document existant, mais c'est autrement que le raisonnement de restitution doit se faire.
Deuxième problème, donc voilà le cas de Saint-Denis, qui a le meilleur exemple, si vous voulez. Mais de manière générale, les archives dans le domaine de l'architecture, en tout cas pour ce que je connais, je focalise à partir du 19e siècle, mais je pense que pour le 20e siècle, mes observations ne pourraient qu'empirer. Ces archives ont fait l'objet d'une conservation problématique, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les producteurs d'archives, concernant un même chantier, sont plusieurs. Vous avez les archives de l'administration centrale, vous avez les archives éventuellement de la préfecture, s'il y a préfecture, et puis surtout, vous avez, pour le 19e siècle, car elles sont très puissantes, les archives des agences de l'architecture, c'est-à-dire le bureau de l'architecte avec ses très nombreux collaborateurs. C'est là que se fabriquent les plans. J'ai pu observer, pour ce qui concerne l'opéra, un moment travaillant sur Charles Garnier, que les papiers ont été, les papiers de l'agence elle-même. Garnier part de l'agence en laissant 40 000 plans. Énorme. Tout cela a été complètement disloqué. D'un côté, les architectes en chef de l'opéra ont, les uns après les autres, puisé dans les plans de Garnier pour récupérer ce qui pouvait leur être les plus utiles. Et qu'est-ce qui est utile à un architecte? C'est le métré, les mensurations. Ça leur évite de recommencer ces mensurations. Et de l'autre côté, ce qui restait, une fois supprimé d'ailleurs le meuble à plan qui les conservait, ce qui restait a été déposé dans le fond d'une cave à charbon de l'opéra, où je les ai vus moi-même il y a une quinzaine d'années, empilés les uns sur les autres, des milliers de plans tout noirs. Alors, sur mes protestations, on les a remontés, puis on les a traités, et finalement, on est en train de les inventorier. Ceci étant, ça n'a pas évité un certain nombre de documents très conséquents, un nombre très conséquent de documents, de se retrouver sur eBay, que j'ai pu voir. Je demandais aux archives d'exercer une action en revendication. Non, c'est à la Bibliothèque nationale d'exercer une action en revendication, parce que ça appartient aux archives, ou à la Bibliothèque nationale. Et la Bibliothèque nationale a passé au moins 1 an avant de se demander comment faire pour exercer une action en revendication. Je leur ai donc dit de s'adresser aux archives qui, elles, savaient comment procéder. Alors, donc, la conservation est problématique. Deuxième exemple, les archives du Palais du Louvre. Les archives du Palais du Louvre sont arrivées un beau matin aux archives nationales, dans un fatras épouvantable. Pas la faute des archives, c'est la faute à personne. C'est-à-dire que toutes ces archives qui remontaient aux années 1830-40 n'étaient gérées par personne. Et vous imaginez 10 cm de calques superposés les uns sur les autres de grand format, l'état dans lequel ces calques pouvaient se trouver. Troisième cas de figure, c'est le cas de l'agence de Notre-Dame de Paris. Les archives de l'agence se trouvaient dans le bâtiment à l'entrée devant Notre-Dame. Elles sont maintenant heureusement conservées à la médiathèque du patrimoine, mais à un moment, un architecte des bâtiments de France qui avait des problèmes de fin de mois, en vendait régulièrement sur le marché international. Heureusement, on en a récupéré une grande partie. Donc, déjà, de toute façon, on n'a pas, même si on voulait pouvoir utiliser les archives de façon exhaustive, on n'en a pas les moyens, d'une part parce qu'elles n'ont pas été conservées au départ ensemble, et d'autre part parce que leur devenir a été erratique, hélas, parce que finalement, on ne sait pas comment faire, et je vais vous dire très brutalement pourquoi. Une grande partie des archives administratives elles-mêmes, d'ailleurs, pour le 19e siècle, celles des bâtiments civils, celles de F13, celles de F21, pardon de rentrer dans les détails techniques après des communications à caractère si iconophile, ces archives ont été maltraitées dans leur archivage et dans leur tri. Et une énorme collection de calques, par exemple, reprenant toutes les grandes constructions
des années 1820 et 1850, une énorme collection de calques a été pliée pour être mis dans des cartons, au lieu d'être laissé en feuilles dans de grandes chemises et dans des meubles à plomb. Et ces calques, aujourd'hui, se délitant, eh bien, on ne peut plus les en sortir. Donc, heureusement, ils ont été microfilmés. On peut les consulter par microfilm, mais chacun sait que l'artefact et son substitut ne donnent pas la même chose, évidemment, en termes de consultation. Autrement dit, je dirais qu'à ce stade, le principal bourreau de l'archive, c'est le carton d'archive. C'est ce que raconte Michel Melot. Il dit qu'il a en face de lui des cartons, il a écrit un article très très excitant qui s'appelle « De l'archive comme substance hallucinogène ». Et il fait son stage aux archives et il plie des documents en 4 pour les mettre dans des cartons. C'est le problème des calques, c'est qu'on les a pliés en 4 pour les mettre dans des cartons. Et il dit, quelle chance pour moi que l'archive ne soit pas écrite sur des panneaux de céramique, car je ne pourrais pas les plier en 4 pour les mettre dans des cartons. C'est un problème, en effet, qui n'est pas nécessairement soluble. Alors donc, les archives d'architecture qui n'ont pas le format de la correspondance administrative, évidemment, pour leur malheur, ces archives d'architecture ne peuvent pas se conserver de la même façon. Elles prennent beaucoup plus de place que les autres. Et elles sont beaucoup plus fragiles. Comment étudier, ce sera mon avant-dernier point, les archives écrites et les pièces, en l'occurrence, les pièces comptables, les attachements écrits. Quand on les a, quand les architectes sont pliés à la règle de produire des attachements écrits. Ce n'est pas le cas tout le temps. Si vous voulez, par exemple, prendre connaissance des travaux qui ont été faits dans les années 1850 sur les flèches de la cathédrale de Chartres, vous avez l'essentiel des éléments d'information. L'architecte, Lassus, a conservé tous les carnets d'attachement figurés. Donc vous avez, pierre à pierre, toutes les modifications qui ont été apportées à la flèche. Mais si vous allez à la Sainte-Chapelle, dirigée par le même architecte, eh bien là, vous avez un foutoir invraisemblable. C'est extrêmement difficile de savoir, parce que dès le départ, on n'a pas eu l'information, c'est très difficile de savoir ce qui a été fait. Vous avez une documentation erratique. Et puis si vous allez à Saint-Denis, à partir de 1845, au temps de Viollet-le-Duc, eh bien là, vous n'avez rien du tout. Viollet-le-Duc a inventé une manière administrative qui a beaucoup duré au monument historique par la suite. Il a fait un devis qui avait valeur de gris-gris magique. On a ouvert des crédits. Une fois qu'il n'avait plus de crédit, on ne s'est pas avisé de savoir si ce qu'il avait fait correspondait au devis. Non, bien sûr, il avait fait autre chose que le devis. Donc on n'a aucune trace comptable de ce qu'il a fait. Et il a procédé ainsi pendant 20 ans. Donc, 20 ans de transformation de Saint-Denis sont totalement dispensés d'informations d'archives. Donc, vous voyez que déjà, on a de gros problèmes puisque les producteurs n'ont pas produit. Deuxièmement, et c'est un point que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, ces papiers, même quand on les a, soulèvent de très très graves difficultés d'interprétation. Le mode d'écriture ne permet pas une description des travaux faits. Il répond de plus en plus, avec le temps, aujourd'hui c'est encore plus évident, à un mode de présentation synthétique. Il ne s'agit pas, on ne vous dira pas que l'on a transformé, qu'on a remplacé le premier fût à gauche et le chapiteau au-dessus, ainsi que le socle dans telle chapelle. On vous dira qu'on a modifié
3 ou 4 fûts. On vous donnera le chiffre, on ne vous dira pas lesquels. Et s'il y a 15 fûts dans la chapelle, eh ben, il vous appartient de trouver d'autres moyens d'identifier les fûts de colonnes qui ont été changés. Ça, c'est un des problèmes constants de l'historien de l'art archéologue face aux restaurations. Et puis, donc, vous avez très souvent des documents de caractère synthétique. On a apporté X cubes de pierre dans la restauration de la chapelle. Alors, tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que plus on a mis de cubes de pierre, plus on a changé, plus la chapelle est authentique. Et puis, tout ceci est rangé par corps d'État, sans qu'on puisse avoir véritablement une synthèse. Donc, ces documents ne sont en fait pratiquement pas lisibles, même de la part de ceux qui ont l'habitude. Ils sont faits pour vérifier les quantités de matériaux mis en œuvre et établir la facturation avec le coefficient de main-d'œuvre que l'on connaît à chaque fois. Alors, vous me direz, mais il y a aussi des cahiers des charges, mais les cahiers des charges qui viennent en accompagnement des marchés, des commandes, ces cahiers des charges ne donnent pas le traitement exact de la matière. Ils ne vous disent pas si la technique employée est une technique industrielle ou artisanale. En tout cas, pas au XIXe siècle. Et aujourd'hui, bon, on l'a fait dans certaines circonstances au XXe, mais on le fait de moins en moins. On ne vous dit pas, là, pour le XXe siècle, on ne vous le dit pas du tout, si les matériaux employés sont des matériaux industriels ou des matériaux artisanaux. On vous dira, on vous facturera tant de mètres cubes de chaux naturel pour les joints, mais rien ne garantit que ce soit de la chaux naturelle. C'est très généralement de la chaux industrielle, au contraire. Et il faudrait aller sur place à chaque fois pour vérifier. Et puis dès qu'on a le dos tourné, la chaurie industrielle revient. Donc voilà. Donc les cahiers des charges ne peuvent pas être pris en compte avec beaucoup de sérieux, car on n'a pas les moyens de les critiquer. Les dessins. Presque tous les dessins, y compris aujourd'hui, sont des dessins en géométral, c'est-à-dire des dessins en 2 dimensions. C'est très rare de disposer de dessins d'appareillage en axonométrique qui vous donneraient la réalité des matériaux derrière ce qui se voit, la réalité de ce qui ne se voit pas. Donc, on ne peut pas être certain de la réalité qu'il donne. D'autre part, en face d'un dessin, quel est son statut? Est-ce que c'est ce qui a été réalisé? Est-ce que des choses n'ont pas été modifiées en cours de route? C'est très difficile de le savoir. Donc le dessin n'est pas nécessairement fiable. Donc les archives apportent des informations, mais ce n'est pas à partir des archives que l'on peut faire un projet de restitution. Je prends pour finir un dernier exemple. Le cas à Dresde de la Frauenkirche. Bon, la Frauenkirche est ruinée, mais les Allemands de l'Est, avec détermination, rassemblent tous les éléments d'appareil et les entassent les uns sur les autres. Une fois la réunification opérée, avec ce génie opiniâtre propre à cette nation, les Allemands reprennent chaque pierre, mesurent chaque pierre, mettent le tout dans un ordinateur et sont arrivés à obtenir une restitution des maçonneries. Travail fantastique. Et on a donc reconstruit la Frauenkirche. Le problème de l'intérieur est resté entier. On n'avait que des vues, et donc on a restitué néanmoins l'intérieur de la Frauenkirche, et tout le monde conteste, évidemment. Alors, moi je dis, c'est formidable ce qu'on a fait. De toute façon, si on ne fait rien, on n'aura jamais rien. C'est une très très belle opération. C'est en même temps le triomphe de l'archéologie matérielle.
C'est-à-dire, en fait, finalement, qui donne le meilleur moyen quel est le meilleur raisonnement? C'est le raisonnement de celui qui regarde les pierres et essaie de les agencer les unes par rapport aux autres. Parce que les pierres, elles vont vous donner la dimension exacte de l'appareil, y compris les queues qui sont derrière. Les pierres, elles ont encore des éléments de mortier qui sont accrochés sur les côtés. Donc ça va vous donner des indications sur la manière de refaire le mortier d'origine. Vous allez pouvoir indiscutablement refaire l'extérieur de l'élévation. Bon, pour l'intérieur, eh bien, c'est un peu un effort d'imagination qui nécessairement ne pourra pas être conforme à la réalité historique, puisque on n'a plus les techniques. Quoi qu'on puisse dire, on n'a plus les techniques qui permettent de refaire comme on faisait au XVIIIe siècle. Et si vous êtes à la Frauenkirche, c'est ce qui frappe. On a affaire à autre chose. Dans le fond, il n'y a pas tellement de différence, parce qu'on est dans une culture de restauration spécifique, entre ce qui se passe à la Frauenkirche et ce que les Russes ont fait lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont restauré et reconstruit les palais qui avaient été détruits par les Allemands, où l'on voit des lambris nés au XVIIIe qui sont fixés avec de gros boulons. Ce qui n'est pas très XVIIIe, évidemment. Mais après tout, bon, ça a été refait. Alors, la restitution est impossible sous l'angle des archives. L'archive peut apporter des éléments d'information. La restitution pourrait rester un exercice purement abstrait, mais si on ne se livre pas dans la restitution, si on ne se livre pas à l'exercice concret de la restauration-restitution, eh bien, on passe à côté. Et de toute façon, il est des demandes sociétales qui imposent de reconstruire les édifices, même si ce n'est pas exactement dans leur état d'origine. Je conclurai là-dessus. Vous savez parfaitement tous les débats qui ont eu lieu après 1918 à propos de la reconstruction-restitution de la cathédrale de Reims. Personne n'imaginerait aujourd'hui qu'on laissa la cathédrale de Reims dans l'état de ruine. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette très très difficile question qui est de savoir comment restituer, peut-on restituer, à quoi servent les archives dans la restitution. Merci.